2026 s'annonce pleine de surprises. D'un point de vue divertissement et fun, on attend tous les nouvelles sorties cinéma qui nous feront tenir en haleine toute l'année. Notre été sera marqué par une Coupe du Monde qui suivra Roland-Garros et qui, entre deux critiques plus que justifiées, nous fera peut-être nous lever du canapé pour célébrer une victoire ou une défaite, on espère, pour l'Argentine. Mais 2026, c'est aussi le lancement brutal des campagnes présidentielles pour 2027, avec dans un premier temps les municipales. Radio, réseaux sociaux, plateaux télé, les politiques de tous les partis vont défiler un à un et multiplier les coups de com' pour essayer de nous convaincre que, oui, l'homme ou la femme providentielle, c'est le. Et dans cet océan d'intervention, un mot est maintenant proscrit. J'envisageais de me tourner devant les tribunaux pour faire admettre que ce terme d'extrême droite n'est pas du tout, comme on nous l'explique, uniquement un positionnement sur un échiquier politique. En réalité, il s'agit d'un terme péjoratif. Qu'est-ce que c'est que ça, l'extrême droite ? David Morin, co-directeur de l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent, l'a défini ainsi. C'est un courant idéologique qui est clairement positionné à droite, qui a souvent un discours à l'époque contre-révolutionnaire et donc très conservateur, qui est centré sur les valeurs nationales et qui va aussi avoir une espèce de nostalgie du passé et un discours souvent exclusif, donc pas très porté sur l'inclusion des autres. Ce sont ces mots. Cette extrême droite, dans le monde d'aujourd'hui, elle est un peu partout. En Hongrie depuis 2010 ou en République tchèque depuis le 9 décembre 2025. Depuis 2022, Giorgia Meloni, chef du parti Fratelli d'Italia, je sais j'ai un super accent, parti d'extrême droite, populiste et pour certains post-fasciste et chef du Conseil des ministres. Au Brésil, on est passé à l'extrême droite entre 2019 et 2023 avec Bolsonaro au pouvoir qui a réussi à avoir le soutien d'une grande quantité de personnalités brésiliennes. Oui, je sais, ça fait mal. Et puis maintenant, nous avons même Donald Trump depuis un an qui est arrivé à la Maison Blanche, les valises remplies d'idées d'extrême droite. Mais chez nous, en France, depuis quelques années, on refuse catégoriquement cette appellation considérée comme étant une insulte. C'est un tabou, un outrage qu'aucun membre de la classe politique ne saurait supporter. Le Rassemblement National, qui est celui qui est le plus souvent qualifié d'extrême droite, accepte d'être classé à droite, et le revendique d'ailleurs, mais extrême droite, il n'en est pas question. Dans la normalisation, c'est apparaître tel que nous sommes. Donc nous ne sommes pas des fachos, nous ne sommes pas des racistes, nous ne sommes pas des gens d'extrême droite. Et ils sont de plus en plus écoutés. Certains compensent l'utilisation d'extrême droite par l'utilisation du terme d'extrême gauche, qui serait schématiquement la même chose, mais avec des idées de gauche. Ce qui, dès qu'on y réfléchit un petit peu, n'a plus beaucoup de sens. Je rencontre partout des Français qui me disent on ne veut pas de cette tenaille entre l'extrême droite et l'extrême gauche. La France insoumise alimente le Rassemblement national et le Rassemblement national alimente la France insoumise. D'autres n'utilisent tout simplement plus le terme d'extrême droite, de peur de rapprocher le RN de groupes extrémistes auxquels ils n'appartiendraient pas. Mais moi, malgré ma jeunesse merveilleuse, je commence à prendre de la bouteille. Et dans mes souvenirs, l'extrême droite, c'était pas un gros mot, c'était un terme lambda. Dans les années 2000 et 2010, on s'embarrassait pas de tant de précautions. Marine ne veut pas qu'on le dise et on va le dire quand même. Ce qui définit un parti politique, c'est les idées qu'il défend, les programmes, les candidats. De ce point de vue, oui, le Front National, c'est clairement un parti d'extrême droite. Mais depuis 2017, le parti concerné a pris tellement d'influence dans la vie politique que l'on prend des pincettes avant de le qualifier de cette mouvance. Et en ce début d'année, j'avais pas grand chose à faire de ces questions de langage. J'essayais plutôt de me remettre des 8 heures d'Avatar. Mais de plus en plus, certaines interventions publiques des principaux acteurs du RN m'ont poussé à me pencher sur la question. Les opposants vous disent que vous êtes... Vous pouvez me rappeler le parti politique dont est issue Madame Borne ? Le Parti socialiste. Le Parti socialiste. Oui, le Parti socialiste, vous voyez, c'est la chambre parlementaire qui a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, vous voyez, en 1940. Le Parti socialiste, c'est le mouvement politique en France qui a fait élire M. Mitterrand, qui a reçu de la part du maréchal Pétain la plus haute distinction du régime de Vichy, à savoir la Francisque. Donc je n'ai aucune leçon à recevoir de la part de Madame Borne. Mais pourquoi vous n'avez pas Et donc la question, je me la suis posée. Pourquoi ne plus accepter ce titre, malgré les sorties publiques plus limites les unes que les autres, qui nous laissent penser que extrême droite, pour ces gens-là, c'est pas non plus déconnant. J'ai comme ophtalmo un juif et j'ai comme dentiste un musulman. C'est un curé de couleur qui m'a béni. Vous voyez, donc je ne l'ai pas écrasé avec ma moto. L'immigration, si on commence à être envahi. On regarde rapidement le marché autour de nous, on ne peut pas dire non, que... mais ils sont pas là, parce qu'à ce soir-là, ils dorment. D'une part, je comprends cette volonté. Être appelé mouvement d'extrême droite, ça fait pas du tout plaisir. En France, lorsqu'on pense à l'extrême droite, on pense au mouvement du XXe siècle. L'Allemagne du NSDAP, l'Italie des fascistes, la France de Vichy. Tous ces mouvements nous plongent face au miroir honteux de notre histoire. Et personne dans la 5ème République ne veut être associé de près ou de loin aux actes du maréchal Pétain.
sauf ceux qui sont adeptes du négationnisme et qui se nourrissent du racisme et de l'antisémitisme. Pétain a sauvé les Juifs, mais répondez-moi oui, non. Il a sauvé des Juifs français, oui. S'il n'y avait pas eu les négociations de l'État français, tout ce que vous dites n'aurait pas suffi. Les Juifs français ont été sauvés à près de 100%, à 95%. Mais eux, est-ce qu'on les prend vraiment en compte? Et alors, le RN est-il un mouvement d'extrême droite? Et bah, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Et donc pour cela, on va se concentrer sur la naissance de ce parti, qui aujourd'hui clame haut et fort que non, il n'a jamais eu de lien, proche ou éloigné, avec l'extrême droite. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Coffre du Nord, et après cette introduction bien plus longue que d'habitude, je vais pouvoir sortir du coffre un sujet des plus complexes: comment est né le Rassemblement national? En France, l'une des plus grandes figures de l'extrême droite, c'est bien le maréchal Philippe Pétain, qui mit en place une dictature collaborationniste, autoritaire et raciste de 1940 à 1944. Alors le maréchal ne s'est jamais revendiqué d'extrême droite, malgré son entourage plus que fasciste. Mais il remplit beaucoup de cases de ce qu'est l'extrême droite, c'est-à-dire un ensemble des mouvements de droite reposant sur le nationalisme, le traditionnalisme, qui s'oppose souvent aux principes démocratiques et qui dans son expression prend des formes radicales, que ce soit dans l'expression ou dans les actions. Et c'est ce que fit Pétain. Mais on va pas revenir là-dessus, sauf si tu me fais un virement de 90 €, histoire que je m'achète un maillot pour la Coupe du Monde. Pétain perd le pouvoir en 44, et la guerre s'achève en 45. Je vous dis pas comment, normalement vous êtes allé un peu à l'école, vous avez les bases. Alors on rédige une nouvelle constitution pour reconstruire le pays. On juge plus ou moins les collabos, en fermant les yeux sur certains d'entre eux, pour pas dire beaucoup d'entre eux, et on essaye de reformer une société française plus ou moins unie. L'extrême droite se fait toute petite dans ce pays qui sort traumatisé par la guerre et par Vichy. Et puis arrive 1954. Le début de la guerre d'Algérie, même si certains disent qu'elle a commencé en 45, fais-moi un virement si tu veux qu'on en parle. La guerre dure 8 ans, les foyers français sont de nouveau traumatisés par l'envoi du contingent, la torture et les attentats. De Gaulle revient, fonde la 5ème République et attire la majorité des Français derrière lui. Mais même l'homme du 18 juin n'est pas éternel, et mai 68 marque un tournant dans la politique française. Le général était parti un petit peu avant, les Français restent et attendent Pompidou qui devient président, et c'est à ce moment-là que les racines du RN commencent à voir le jour. À la fin des années 60, les mouvements d'extrême droite se tirent dans les pattes. Leur pire ennemi, c'est eux-mêmes. L'OAS, Organisation de l'armée secrète, une organisation terroriste défendant bec et ongle l'Algérie française, disparaît petit à petit du paysage politique et militant après une petite dizaine d'années de revendications. Mais c'est surtout la fin d'un autre mouvement qui marque un virage pour l'extrême droite en France. C'est la fin du mouvement Occident. Il fut fondé en 1964 et était l'un des plus influents partis d'extrême droite malgré sa très faible écoute à l'échelle du pays. Parmi ses membres, on retrouve des personnalités qui se feront un nom dans les années 2000. Patrick Devedjian, membre de taille du groupe EMP puis des Républicains, en faisait partie. D'ailleurs c'est pas très surprenant quand on sait qu'il a été connu pour avoir dit au sujet des Allemands « Ils nous ont pris nos Juifs, ils nous rendent des Arabes ». Voilà. C'est de la science. On a aussi Gérard Longuet, membre actif de l'UMP, qui avait dit, il y a quelques années, qu'il y a un lien entre homosexualité et pédophilie, ça peut arriver. Notamment dans les écoles catholiques, on a pu voir ça. Il a dit ça en 2008. C'est hyper sympa. Alain Madelin et Alain Robert étaient également de la partie dans ce groupe Occident d'extrême droite. Tout ce beau monde s'est fait remarquer le 12 janvier 1967, lorsque les membres du parti lancent une opération violente contre les jeunes du comité Vietnam National de l'université de Rouen. Des blessés sont à noter, et des personnes sont même mises dans le coma. Toutes ces personnalités citées feront 8 mois de prison. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Raymond Marcellin, dissout le mouvement le 31 octobre 68 face aux nombreux actes de violence commis par le parti. Longuet et Devedjian vont rejoindre les partis de la droite traditionnelle, mais Alain Robert, lui, poursuit dans celle de l'extrême droite. À la fin de l'année 69, Alain Robert fonde le groupe Ordre Nouveau, qui réunit des partisans de l'extrême droite française, anciens membres d'Occident ou de l'OAS et aussi d'anciens collabos. Mais alors pourquoi ce nom ? Eh bien il s'inspire de celui d'Ordino Nuovo, je sais, je suis italien, la branche la plus radicale du MSI, le mouvement social italien, mouvement fondé par des anciens acteurs de la Marche sur Rome de 1922, qui sont donc les pères du fasciste italien. Retenez bien ce logo, ça peut être intéressant. Alors Ordre Nouveau a aussi une autre inspiration en termes de nom, et c'est bien le Neuordnung, italien, ok, mais pas allemand du tout. Ce terme signifie l'ordre nouveau européen, qui renvoie à une doctrine. Et pas une doctrine anodine, c'est une doctrine nazie, qui voulait assimiler les peuples allemands au Reich par l'exacerbation du nationalisme et l'éradication des peuples considérés comme étant ennemis de l'Allemagne,
On est dans la justification première de la Shoah. Leur symbole, à cet ordre nouveau, c'est la croix celtique, image souvent reprise par les mouvements d'extrême droite, comme les nationalistes autonomes en Allemagne, antisémites et racistes, ou le National Front en Angleterre, fasciste et néo-nazi. Et puis évidemment, le mouvement social italien dont on a déjà parlé. Alors, Ordre Nouveau a clairement pour objectif de bouleverser l'ordre politique établi. Ils sont extrémistes et anti-gauchistes, eux qui haïssent de plus le général de Gaulle et qui ont des idées qui reposent sur 3 fondements. Défendre l'Occident, refuser le mélange des cultures et trouver une voie entre capitalisme et communisme. En 70, durant leur premier meeting, François Brignot, un ancien soldat, écrit à La Minute qu'il faut que le parti soit blanc comme leur race, rouge comme leur sang et vert comme leur espérance. En fait, leur parti doit être comme le drapeau algérien. Alors La Minute, le journal dans lequel il écrit, c'est un journal d'extrême droite. Et Brignot, c'est oui un ancien soldat, mais c'est aussi un ancien collabo, qui a même été membre de la milice de Pétain. Vous savez, cette organisation paramilitaire qui cherchait et capturait les juifs et les résistants. Ce premier meeting donne la sensation au parti que ça y est, il pèse dans la politique française. Un an après, il compte 2300 adhérents, ce qui n'est pas rien. Cette période, c'est celle de l'opportunité pour Ordre Nouveau. Le gaullisme s'essouffle, il faut alors chercher de nouveaux électeurs. Et on va jouer sur la peur des Français en leur disant que s'ils laissent se développer le socialisme, ce qui commence à se faire dans ces années, c'est un avenir violent qui les attend, comme au Chili, où la victoire d'Allende a été suivie d'une quasi-guerre civile. En décembre 71, François Duprat annonce que l'on pense à constituer un Front National, qui serait un parti politique légal qui permettrait de prendre le pouvoir en 73 lors des élections législatives. L'idée ne vient pas de n'importe qui. Duprat, c'est un auteur majeur de l'extrême droite française à ce moment-là. Il est adepte des thèses négationnistes et il cherche à tout prix à créer un parti qui rassurerait les Français afin de prendre le pouvoir. Et cette idée, elle va intéresser Alain Robert, qui prospecte et met tout en œuvre pour que ce projet voie le jour. Mais pour que ça marche, il faut un chef présentable, quelqu'un qui n'effraie pas comme les acteurs actuels d'Ordre Nouveau, qui sont pour beaucoup considérés comme étant des fascistes. Et les hauts chefs de Ordre Nouveau se tournent vers un certain Jean-Marie Le Pen pour endosser le costume. Monsieur Le Pen non plus ne sort pas de nulle part. Il a longuement hésité entre une vie d'avocat et une vie de militaire. C'est dans un premier temps les armes qui le séduiront. Il s'est engagé volontairement en Indochine lors de la guerre de décolonisation et après l'échec des troupes françaises, il mène une courte carrière politique. Il se place sur les listes poujadistes et rentre à l'Assemblée nationale en tant que député en 1956. Pierre Poujade, c'est un politicien d'extrême droite qui cherche à allier les foules artisanes et commerçantes. Avant la guerre, il était membre du Parti populaire français, d'inspiration fasciste, comme le montre la croix celtique de son logo. Pourtant, pendant la guerre, il rejoindra les forces françaises libres et poursuivra la lutte contre l'envahisseur allemand. Mais M. Poujade et M. Le Pen se brouillent rapidement, et le futur père du Front National doit quitter les rangs du parti, et il choisit alors de se refaire une santé en s'engageant dans la guerre d'Algérie. Dans ce qui fut appelé les opérations de police d'Algérie. Il fait partie des troupes de parachutistes du commandant Massu, dans ce qui fut appelé la bataille d'Alger en 1957. Cette bataille, qui eut lieu pour l'obtention de la ville d'Alger, dura de janvier à octobre 1957. Afin de prendre le dessus sur les hommes du FLN, l'armée française se met alors à avoir recours à la torture, et M. Le Pen admet lui-même avoir eu recours à cela dans le journal Combat en 1962. Il dira « Oui, il y a eu des interrogatoires spéciaux, musclés. On a parlé de torture. On a flétri ce qu'il avait pratiqué. Il serait bon de définir le mot. Qu'est-ce que la torture? Où commence-t-elle? Où finit-elle? Tordre un bras? Est-ce torturer? Et mettre la tête dans un seau d'eau? L'armée française revenait d'Indochine. Là-bas, elle avait vu des violences horribles qui dépassent l'imagination et font paraître l'arrachage d'un ongle pour presque humain. Alors oui, l'armée française a bien pratiqué la question pour obtenir des informations durant la bataille d'Alger, mais les moyens qu'elle y employa furent les moins violents possibles. Y figuraient les coups, la gégène et la baignoire, mais nulle mutilation, rien qui touche l'intégrité physique. Il l'admet donc dans son propre chef dans un contexte d'élection législative, dans le but d'obtenir des voix venant des soutiens de l'Algérie française. D'ailleurs, ceux qui ont vu la dernière vidéo savent que la question, à l'origine au Moyen-Âge, c'était pas juste un interrogatoire. Il dira avant les élections législatives « Je n'ai rien à cacher, j'ai torturé parce qu'il fallait le faire. Quand on vous amène quelqu'un qui vient de poser 20 bombes qui peuvent exploser d'un moment à l'autre et qu'il ne veut pas parler, il faut employer des moyens exceptionnels pour l'y contraindre. C'est celui qui s'y refuse qui est criminel, car il a sur les mains le sang de dizaines de victimes dont la mort aurait pu être évitée. » Quelques jours plus tard, il va revenir sur ses déclarations, disant qu'il n'a pas vraiment pratiqué la torture. Donc on peut aisément continuer de penser que M. Le Pen a bien pratiqué la torture en Algérie. Mais il n'était pas un frondeur de l'armée qui utilisait l'Algérie comme un vaste terrain de jeu. Non, c'était un soldat qui appliquait les ordres venus de ses supérieurs. Car oui,
La torture était systématique et systémique dans les rangs de l'armée française, qui voulait gagner du temps dans une guerre qui s'enlisait. Ça ne justifie rien, on est bien d'accord. À son retour en métropole, il se sent de reprendre la vie politique à bras-le-corps et retrouve un nouvel acteur à défendre, Jean-Louis Tixier-Vignancour. Il a dirigé la campagne présidentielle de 65 de l'homme d'extrême droite controversé. Vignancour, c'était un avocat, et il choisit bien ses affaires. Il a défendu Céline dans ses propos pour atteinte à la sûreté de la France. Céline, je le rappelle, antisémite et raciste notable, qui ne s'en cachait pas, il écrivait même des livres dessus. Durant la guerre, Vignancour fait partie de ceux qui ont donné les pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 40 pour qu'il puisse rédiger une nouvelle constitution. Sous Vichy, Vignancour sera secrétaire adjoint de l'information, et il va même recevoir la Francisque, médaille décorative créée par Vichy, remise par ceux qui ont le respect personnel de Pétain. C'est pas mal, hein, c'est un beau trophée. Hein. Vignancour défend férocement l'Algérie française et s'oppose de plus en plus aux institutions de la République. Le Pen mène donc la campagne de Vignancour, un homme qui a des idées assez claires sur les hiérarchies entre les types de population. Maître, vous avez dit dans votre discours, je remercie les marins, les soldats et les aviateurs américains qui au Vietnam défendent l'honneur et la paix de l'homme blanc. J'aimerais que vous précisiez votre pensée. Oh, je vais là-dessus vous donner un sentiment très simple. Partout où l'homme blanc s'est rendu outre-mer, ces colons ont créé des richesses dont le pays et le peuple du pays a profité. Partout où il est allé, ces missionnaires sont venus apporter la parole de charité de l'Évangile. Partout où il est allé, ces soldats ont protégé les peuples qui s'y trouvaient contre les autochtones qui, jusque-là, exploitaient ces peuples et qui les exploitent à nouveau aujourd'hui. L'homme blanc, pour moi, c'est celui qui fait régner l'ordre et la paix et qui assure le progrès à ses frères de couleur pour permettre à ceux-ci d'arriver un jour à son niveau. Mais bon, la campagne de Vignancour ne lui permettra d'avoir que 5,7% des voix aux élections présidentielles de 65. C'est un cuisant échec pour les deux hommes. Alors M. Le Pen décide de se lancer dans la musique. Non pas dans l'interprétation, pour devenir le nouveau Booba, mais dans sa diffusion. Il détient la maison de disques Serp, qu'il a fondée et qu'il essaye de développer un maximum dans le milieu. Le Pen est féru d'histoire, et il la connaît bien. Il décide alors de diffuser des discours historiques ou des chants militaires. Et les choix éditoriaux sont assez explicites sur les idées politiques de la maison de disques. Chant de l'armée rouge, chant de l'armée allemande, chant de l'armée israélienne, on est dans quelque chose de très militaire. Mais il diffuse aussi des discours, comme ceux de Lénine, mais aussi ceux d'Adolf Hitler. Les bornes seront dépassées quand, en 68, un disque qui diffuse les chants du Troisième Reich sera sorti. Dessus, on représente Hitler avec une foule de SA et un commentaire soulignant que le NSDAP est arrivé au pouvoir par la démocratie avec un soutien populaire et légitime. Le but du disque est, je cite, de restituer l'esprit de la passion collective du peuple nazi. Voilà, on n'a pas tous les mêmes projets dans la vie. Il sera condamné pour apologie de crimes de guerre. Jean-Marie Le Pen se défend en disant qu'il n'a pour seul objectif de diffuser des faits pour que le public y ait accès et se fasse son avis tout seul. On a du mal à voir en quoi tout le monde aurait besoin de connaître l'entrain des nazis pour le racisme. Mais pour créer cette maison de disques, il s'était entouré de Léon Gaultier, futur fondateur du FN, et Victor Barthélemy. Alors, le premier est un des fondateurs de la milice, dont on a déjà parlé. Il fut membre de la Waffen-SS, branche militaire des SS, organisation massive de l'État nazi qui gérait notamment les camps de concentration. Il fut collabo et condamné aux travaux français, et après la guerre, il écrira dans Rivarol, un journal antisémite et négationniste et raciste, appelant à la haine et condamné un nombre incalculable de fois pour tous ses délits. Le second, Victor Barthélemy, fut un acteur d'importance durant la collaboration. Il fut soutien de l'Algérie française, de Tixier-Vignancour, et sera un allié de taille pour fonder le Front National. Donc Le Pen, entouré de toutes ces personnes un petit peu critiquables, on ne peut pas nier, il est d'extrême droite. Il baigne dans des sphères antisémites et négationnistes, et a même un projet idéologique avec cet outil de propagande qu'est la SERP. Il est dans l'admiration à peine dissimulée de ce qu'était la France après 40, comme le montrent ses fréquentations presque toutes issues de la collaboration ou de la lutte contre l'indépendance algérienne. Jean-Marie Le Pen rejette de toutes ses forces le communisme et le gaullisme, mais il n'a rien contre les institutions de la Ve République en soi. Mais ses idées le rapprochent d'ordre nouveau. Parce que oui, sans surprise, c'est lui qui est choisi pour être cette figure de rassemblement de toutes les extrêmes droites. Il est un excellent orateur qui n'a pas été dans les violences du parti,
qui peut séduire les antisémites, les négationnistes et surtout les soutiens encore nombreux de l'Algérie française, lui qui a donné de sa personne pour empêcher le retrait de la France de cette colonie. Et puis son carnet d'adresses est bien rempli, lui qui pourtant n'a pas un nom immense dans la tête de la majorité des Français, qui ne l'ont donc pas encore classé dans la catégorie des fascistes. Alain Robert et Ordre Nouveau font donc appel à lui avec pour objectif de créer ce parti politique qui sera la vitrine légale du mouvement qu'il dirigerait dans l'ombre. Mais Le Pen refuse cette deuxième partie. Il ne veut pas être une potiche, comme il le dit lui-même. Ordre Nouveau n'aura qu'un tiers des sièges du bureau politique du FN. Le Pen aura la présidence et Alain Robert en sera le secrétaire général. Le 5 octobre 1972, à la salle des horticulteurs, le Front National est officiellement créé. Et il choisira ce logo. Voilà, ça vous rappelle rien ? Alors si on fait un petit point, parmi les créateurs et les grosses têtes du FN, on a donc Alain Robert, Jean-Marie Le Pen, Victor Barthélemy, collabo, Léon Gaultier, SS, mais aussi Roger Olindre, ancien résistant et grand partisan de l'OAS, François Brignot, collabo nazi, membre de la milice, comme on a dit, qui dira lui-même en 92 qu'il a tiré une certaine gloire de cet engagement de la milice. On retrouve aussi Pierre Bousquet, qui est trésorier du FN, ancien Waffen-SS aussi, membre de l'association d'entraide mutuelle des anciens SS, et du groupe Freddy, qui est constitué d'anciens nazis qui veulent reprendre la lutte. Et on retrouve donc François Duprat, l'auteur négationniste, premier homme à avoir eu l'idée de rassembler toutes les extrêmes droites. Mais Jean-Marie Le Pen a des difficultés à lancer le parti, car il avait promis l'arrivée de grosses têtes poujadistes et d'anciens soutiens de Vignancourt. Mais personne ne vient. Si ce n'est Georges Bidault, du Mouvement pour la Justice et la Liberté, lui aussi ancien membre de l'OAS, mais il part au bout d'une semaine après avoir qualifié les troupes du parti de petites frappes fascistes. Voilà. Si même les fascistes vous insultent de fascistes, c'est que c'est un peu grave. Dans les idées du parti, c'est poujadiste. On soutient les artisans, on veut le vote à la proportionnelle, et on parle pas tant d'immigration. C'est un sujet jugé sensible par Jean-Marie Le Pen, après la loi Pléven sanctionnant le racisme. Mais on insiste sur les valeurs du parti. Anti-avortement, volonté d'avoir une femme à la maison, on dénonce une certaine forme de pornophilie à l'école, en revanche on défend l'Europe, quitte à perdre une partie de la souveraineté nationale. Comme quoi, les avis changent. Mais en 73, le parti s'effondre aux élections, 1,3% de voix à l'échelle nationale, alors Ordre Nouveau veut frapper un grand coup, et se débarrasser d'un Le Pen, considéré comme inefficace et plus gênant qu'autre chose. Un meeting appelé « Non à l'immigration sauvage » est lancé et fait plus de 70 blessés après que des activistes de gauche soient venus l'empêcher d'exister. Ordre Nouveau et la Ligue communiste sont alors dissous et Alain Robert veut retrouver les rênes du FN parce qu'il l'a créé en soi. Mais Le Pen refuse de céder. Alors Robert fonde Faire Front, parti d'extrême droite soutenant par exemple Pinochet, et s'opposera à Le Pen. Pour ce dernier, les choses se compliquent car il perd des soutiens et il se retrouve à diriger seul le navire Front National, qui est en train de couler. Mais évidemment, vous le savez, il va s'en sortir en trouvant une nouvelle thématique, l'immigration, qui reste encore aujourd'hui la figure de proue du Rassemblement National, tenu par sa fille, Marine Le Pen. Alors le Rassemblement National est-il d'extrême droite ? Oui, factuellement, l'extrême droite est la mère du FN. Ce parti fut fondé dans l'unique objectif de réunir tous les acteurs de l'extrême droite française de l'après-guerre, et parmi ses fondateurs, on retrouve des acteurs de la collaboration, de la Shoah, de l'OAS et de la guerre d'Algérie. Son premier porte-étendard, Jean-Marie Le Pen, s'est éloigné des anciens nazis, mais simplement pour garder un pouvoir qui commençait à lui échapper. Alors oui, Marine Le Pen a lancé une campagne de dédiabolisation qui a bien fonctionné, se mettant en scène avec des chats, par exemple. Mais en soi, le parti a changé de nom en 2017, mais pas de fond. L'ennemi du RN, c'est la diversité, ce sont les libertés fondamentales. Leurs idées extrêmes, qui reposent sur la division et sur la priorité nationale, elles sont reprises également par des partis traditionnels qui songent de plus en plus à mener des alliances avec eux et reprennent discrètement, enfin plus ou moins discrètement, certaines idées fondamentales, comme notamment cette préférence nationale. Comme des millions de Français, je pense que l'immigration n'est pas une chance. La colonisation est-elle un crime ? La colonisation est-elle un crime ? Oui, dans notre histoire, la colonisation est-elle... On est français, on a une histoire, on a une histoire. Voilà, c'était l'histoire non exhaustive de la naissance de l'extrême droite française. C'était vachement plus long que d'habitude et un peu moins drôle, je l'avoue. En même temps, on parle des nazis. Je vous souhaite également une bonne année. Voilà, j'ai encore jusqu'à la fin du mois de janvier, je fais ce que je veux. Je referme le coffre en me permettant de rappeler quelque chose dont on n'a pas du tout parlé aujourd'hui. Les Français, malgré tout, restent supérieurs aux Anglais. Et promis, la prochaine fois, on parlera un peu d'eux. Et on s'en moquera, évidemment.